Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox ce soir, votre rendez-vous quotidien de décryptage de l'actualité, lundi à vendredi entre 19h et 21h. Ils sont en tout 104 militants et sympathisants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, renvoyés devant le tribunal militaire de Yaoundé, parmi eux le professeur Maurice Kamto, Christian Penda Ekoka, Albin Zongan, Alain Foguet, et Maître Michel Ndoki, Gaston Abbé Valsero, Célestin Djamen. Pour le collectif des avocats de la défense, il y a la violation du droit positif camerounais, notamment la constitution du 18 janvier 1996, prise en son article 45 et l'article 2 du Code pénal. La jurisprudence de la Cour suprême, les instruments juridiques internationaux dûment ratifiés par le Cameroun et qui prévalent sur toute la loi interne, contraire notamment la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Pour le juge militaire, et je le cite, l'exception d'incompétence soulevée par les inculpés constitue une manœuvre dilatoire en vue de se soustraire à la justice. Fin de citation. Equinox Soir, c'est 20h, la grande édition d'information suivie quelques instants après par le débrief. Mais tout de suite, madame, monsieur, c'est le fait du jour. Maurice Kamto et ses alliés devant le tribunal militaire, une décision qui divise. Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec des avocats, bien sûr, ils sont là, nombreux pour vous. Le premier d'entre eux, Barrister Kamwa Limen. You're welcome, Barrister. Thank you so much. It's a pleasure being here today. It's been a long time. Yeah, busybody, but I'm okay. Ok. Barrister Kamwa Limen, qui est avocat au barreau du Cameroun. En face de lui, il était là déjà vendredi. J'ai décidé de faire appel une fois de plus à lui. Maître Simon-Serge Kaka. Bonsoir, maître. Bonsoir, Serge Alain. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision. Et surtout, bonsoir à tous les copanistes. À côté de vous, un visage très connu déjà. Il devient même très familier, immédiat au Cameroun. Maître Roland Dio. Bonsoir, maître. Bonsoir Serge Alain Autou, c'est un plaisir et c'est un honneur chaque fois que je suis convié à participer à des débats que je sens être de haut vol ce soir. Je salue tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision, mes copanélistes, et j'espère être à la hauteur de ce qui est attendu de nous ce soir. Bienvenue une fois de plus, maître. En face, Samuel Motte, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, merci pour l'invitation qui m'a été faite au milieu de loups. Voilà, ce n'est pas dévoilé. Samuel Motte, dites-moi, aujourd'hui, le président a décidé par un acte de proroger une fois de plus le mandat des conseillers municipaux jusqu'au 29 février 2020. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Constitution lui autorise lui donne cette prérogative-là de pouvoir proroger, de jouer de l'opportunité de proroger. On est en phase d'une prorogation qui est tout à fait d'ordre légal et donc on va attendre. Mais également, je pense que ce sera le temps nécessaire pour qu'on puisse un peu s'apaiser pour faire une élection sereine. Ça pourrait être également le temps pour notamment les gens, les membres de partis d'opposition de s'organiser. Je peux également vous rassurer qu'en ce qui concerne le RDPC, nous nous préparons assez solidement pour pouvoir affronter cette échéance-là qui est une échéance centrale parce qu'il s'agira également de savoir qui peut s'occuper des problèmes de population au quotidien à l'intérieur des collectivités et nous voulons à travers ce scrutin-là marquer de manière décisive le démarrage également ou alors la continuité mais prendre une phase rentrer dans une phase décisive de la décentralisation. Maître Diou. Oui, vous savez, c'était le prévisible. président a fixé une date butoir. Il parle du 29 février. C'était prévisible. Les partis politiques ont dit, beaucoup disent qu'il faut d'abord résoudre cette épine-là, le problème de la crise anglophone. On est sûr que cette date-ci, tout sera réglé? Mais non, est-ce qu'on est sûr qu'à cette date-là, par exemple, la crise anglophone sera réglée? Est-ce qu'on est sûr qu'à cette date-là, il y aura un consensus sur les règles du jeu électoral? Personne ne peut en jurer, et même pas M. Motte qui est de la cuisine du RDPC qui gouverne le Cameroun illégitimement depuis 37 ans déjà, en tout cas avec des résultats que tout le monde connaît. Je disais à l'entame, avant que votre question n'arrive jusqu'au bout, qu'on pouvait quand même s'attendre à ce que la prorogation du mandat des conseillers municipaux intervienne
lorsqu'on a vu qu'il y avait une demande de prorogation du mandat des députés à l'Assemblée nationale. Et la raison officielle qui avait été d'ailleurs avancée pour justifier de cette prorogation, c'était qu'il fallait harmoniser le calendrier électoral. Donc, on était naturellement en train de s'attendre à ce qu'effectivement le mandat des conseillers municipaux lui aussi puisse connaître une prorogation. Maintenant, la raison pour laquelle cela est fait, on veut bien croire que ça va permettre que ce nouveau délai qui est accordé au corps social tout entier puisse permettre effectivement que les questions, les problématiques centrales qui concernent la nation camerounaise puissent être adressées. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure en répondant à votre question, quand on est habitué à une technique qui consiste à dire les choses qu'on ne fait pas par la suite, on ne peut pas facilement se mettre à espérer dans un contexte comme celui-là. Donc, attendons de voir. Ok. Maître Kaka, sur cette autre prolongation. Oui, en fait, je pense que comme... en filigrane, c'est la crise dans les régions nord-ouest qui pousse le président à... Bon, c'est pas exclu, mais je n'en suis pas si sûr. Parce qu'en fait... C'est quoi, c'est un problème de finances? Non, c'est pas un problème de finances, c'est un problème. Vous savez, dans nos pays, on a l'art de pratiquer la gouvernance par embuscade. Vous comprenez? Donc, tout ce qu'on fait, il y a tous des calculs politiques derrière. Tout le monde sait depuis de nombreux mois maintenant que la stratégie du parti au pouvoir a toujours été d'organiser les régionales avant toutes les autres élections. Ça peut être un stratagème pour permettre l'organisation des régionales avant les municipales. Parce qu'en réalité, on prépare les esprits. Tout à fait, moi je pense que c'est ça. Bon, personnellement, ça ne m'a pas surpris à partir du moment où le mandat des députés a été prorogé. Je savais que forcément, on allait se retrouver avec une prolongation de mandat des conseillers municipaux. Barista, je ne veux pas dire que vous êtes du SDF, mais le SDF depuis martèle que pas d'élection avant que la crise anglophone ne trouve des solutions valables. Cette date-ci, parce que là, le président dit jusqu'au 29 février. On espère que les lignes vont bouger. I doubt, because to think that something is going to change will first of all be indicative that the government is willing to do something. Oui. We've been for 3 years going and nothing has been done. So I don't think within 4 months, within 4 or 6 months, the government can do anything. I am in accordance with the reclamations of the SDF. It is laudable. How can you, the stronghold is the northwest and southwest, and now these zones are under tension. How then do they carry on elections in these places? Yes, so to me, the extension of the date is indicative that the government is in a tight corner and has not got the real solution to solve the Anglophone crisis. And I think SDF is founded in their claims that it should be pushed forward until such a time that we have peace. Vous voulez encore réagir? C'était juste... Oui, c'est en entrée, mais c'est une mise en bouche. Oui, mais tout de même, j'ai vu que Roland Dioud, effectivement, ne croit absolument pas au dialogue. Il dit il faut... Monsieur Mott, s'il vous plaît. Oui, non, mais je suis encore là. Je maintiens. Non, mais je suis encore là et on parlait pas de dialogue, on parlait du dialogue. Non, on a dit effectivement, on a dit la question qui vous a été posée, c'est dit est-ce que entre temps le climat se sera apaisé, est-ce qu'on aura suffisamment, parlé. C'est bien que maintenant vous fassiez la distinction entre être d'accord ou avoir confiance en ce processus là. Dans le contexte du fait la démocratie, la prorogation du mandat. La démocratie existe justement. Monsieur Mott. La République existe justement parce qu'on admet que de temps en temps qu'on ne puisse pas être en accord sur tout. Évidemment. Et c'est pour ça effectivement qu'il y a une élection. Évidemment. Et pour cette élection-là, effectivement, je conteste le thème de gouverner par embuscade. Là au moins on a dit c'est le 29. Je ne suis pas revenu également tout à l'heure. Et soyez sûr que ça va être prorogé encore. Je ne suis pas revenu tout à l'heure sur l'exposé de motifs qui précède cette prorogation-là. On avait bien expliqué que, tout au moins en ce qui concerne le mandat des députés, il était tout à fait inconvenant que l'on puisse organiser une élection pendant qu'il était en session. Je crois que ça, c'est également un élément valable. Et on avait enchaîné, mais justement, cette prorogation-là, elle avait été annoncée
Elle avait été annoncée à la même période. Et pour cette raison-là, il va falloir, tout de même si on peut envisager que c'est le temps nécessaire pour qu'on puisse discuter, qu'on puisse s'entendre sur une solution minimale, il faut également que tout le monde y mette du sien. Je ne suis pas d'accord quand il dit est-ce que le gouvernement est déterminé à faire quelque chose. La balle n'est pas seulement du côté du gouvernement. En ce qui concerne tout au moins la sortie de crise sur la zone anglophone, il est clair qu'aujourd'hui, le gouvernement a fait suffisamment d'avancées et nous attendons qu'il y ait une certaine réaction de la part des belligérants. On va sortir avec Roland. Merci. Je voulais simplement indiquer à M. Mott qu'il rappelle l'exposé des motifs qui a précédé la demande de prorogation du mandat des députés, qu'il faut qu'il dise à nos téléspectateurs que précisément dans ces motifs-là, il n'a figuré à aucun endroit la question du dialogue. À aucun moment. On nous a dit qu'on demandait la prorogation du mandat des députés, pour éviter que les élections aient lieu en pleine session budgétaire, 2, pour harmoniser les élections. Il n'y avait pas... Le calendrier. Le calendrier, merci. On peut en profiter. Voilà. On peut en profiter. Vous comprenez pourquoi si on est positif au minimum, on peut en profiter. Vous êtes positif comme moi, mais les faits ne nous permettent pas actuellement de nous extasier. Mettez-vous dans cet état d'esprit-là, ça ira. Ok, merci. C'était juste la mise en bouche, cher monsieur. Merci. Vous gardez la parole, Maître Djerou. Pour ce qui nous concerne ce soir, Maurice Kamto et ses alliés devant le tribunal militaire, vous maintenez que le tribunal militaire n'a pas la compétence nécessaire pour juger Maurice Kamto et les autres, tout simplement parce que ce sont des civils. Ce n'est pas nous qui maintenons, M. Otou. Vous appuyez, j'ai parlé de la Constitution et le Code pénal. C'est le droit. C'est le droit positif en vigueur au Cameroun. Justement. À cette date d'aujourd'hui, 2019, qui nous permet d'arriver à la conclusion selon laquelle le président élu, Maurice Kamto, et les alliés de la résistance ne peuvent pas juridiquement et légalement être jugés devant un tribunal militaire sans violer tous les instruments juridiques qui s'appliquent à notre pays. Ce n'est pas nous qui le disons. Ce n'est pas nous qui avons rédigé l'article 45 de la Constitution. Non. Ce n'est pas non plus nous qui avons rédigé la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Ce n'est pas nous qui avons rédigé les recommandations de Niamey. Ce n'est pas nous qui avons rendu la fameuse jurisprudence au Maïs Kassim de 2010 de la Cour suprême du Cameroun. Oui. Ce n'est pas nous qui avons rédigé l'article 2 du Code pénal. Donc, au bénéfice de ces textes que je viens d'évoquer, de la multitude de jurisprudences nationales et internationales qui existent précisément sur cette question de la compétence des juridictions militaires à connaître des affaires concernant les civils, c'est un truisme de nos jours que de dire que le tribunal militaire ne peut pas être compétent. Une fois que j'ai dit ça, je rappelle que, en plus de ne pas être compétent, le juge d'instruction, que je salue au passage parce que humainement, c'est quelqu'un de bien, que j'ai eu l'occasion de connaître d'ailleurs quand il était de passage ici même à Douala au tribunal militaire, mais cela n'est pas le débat. Quand vous prenez la décision, vous vous rendez compte que le juge d'instruction militaire a refusé de dire le droit parce qu'il aurait dû se prononcer sur sa compétence d'abord, au préalable, ce qu'il n'a pas fait. Il a choisi de rendre une ordonnance de non-lieu partiel. Et puis, une fois qu'il rend son ordonnance de non-lieu partiel, dans la même ordonnance, il renvoie les 104 autres qui n'ont pas bénéficié du non-lieu directement devant le tribunal. Il faut que j'explique. Quand une exception de compétence est soulevée, c'est-à-dire que la personne que vous poursuivez vous dit, en ce qui concerne le fond de ce que vous me reprochez, permettez que je ne m'exprime pas encore là-dessus. Réglons d'abord la question de votre compétence. Une fois que ce sera réglé, et si vous estimez que vous êtes compétent, revenez, on va parler du fond. Le juge d'instruction, qu'est-ce qu'il fait? Il refuse de se prononcer par une décision séparée sur sa compétence et il renvoie les personnes poursuivies, les accusés devant le tribunal sans instruire au fond. Parce que logiquement, s'il avait commencé par appliquer la loi, c'est-à-dire en rendant une ordonnance préalable sur sa compétence, il aurait peut-être dit « je suis compétent à vous juger ».
Et à ce moment-là, il poursuit son instruction, cette fois-là au fond. C'est-à-dire, il dit, voici le dossier, voici ce qui vous est reproché, voici les éléments à charge, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Parce que je vous rappelle que le juge d'instruction instruit à charge et à décharge. C'est précisément pour ça que dans la réforme du Code de procédure pénale, on a introduit le juge d'instruction magistrat du siège, entre guillemets, parce que je dis entre guillemets, ce n'est pas une façon de discréditer la magistrature. Je dis entre guillemets simplement parce que nous sommes devant le tribunal militaire et les juges militaires ne sont pas exactement les mêmes que ceux des juridictions de l'ordre judiciaire ordinaire, notamment en termes d'impartialité, notamment en termes d'indépendance. C'est pour ça donc que je dis entre guillemets. Donc, quand on est juge d'instruction et quand on est chargé d'instruire à charge, c'est-à-dire en accusant, et à décharge, c'est-à-dire en défendant, pour qu'au final, il ne reste plus que finalement les charges sur lesquelles on estime que oui, on peut estimer qu'il y a effectivement infraction. Il faut donc que ces personnes aillent répondre de ça. Donc, en refusant de se prononcer et en renvoyant les 104 accusés, le juge a commis une faute juridique. En décidant de retenir sa compétence, il commet une autre violation de la loi, nous l'avons dit. Ces éléments, au bénéfice de tout ce qui a déjà longuement été dit sur la question, militent pour que cette ordonnance de non-lieu partiel soit simplement, purement et simplement annulée. Et vous le savez, les avocats du collectif, nos confrères du collectif, ont déjà relevé appel de cette ordonnance à cette date, ce jour où nous parlons, devant la chambre d'instruction, devant la chambre de contrôle de l'instruction de la cour d'appel du centre. Okay. Donc, du point de vue juridique, il y a encore des choses qu'on peut reprocher à cette décision. Et c'est dommage. C'est dommage que nous en soyons là à toujours essayer de faire mal. On peut au moins essayer de faire bien. Qu'est-ce que ça nous coûte de faire bien? Voilà. Voilà, Samuel Maud, justement, je reste sur la dernière phrase de Maître Ndjerou. Pourquoi on ne peut pas faire bien? Le tribunal militaire, c'est justement parce qu'on fait très bien, et comme lui-même il a souligné que le juge d'instruction instruit à charge et à décharge, qu'il y a eu un non-lieu partiel pour un certain nombre de personnes pour lesquelles on a pensé qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes pour pouvoir engager une procédure judiciaire. Mais j'ai comme l'impression qu'au MRC, à partir du moment où on a pris une leçon, on va la réciter le matin, on va la réciter dans l'après-midi, sans oublier qu'on va également la réciter à midi. Il me renvoie sur la figure, cette histoire-là de compétence, pour me parler de la compétence des compétences. Nous ne sommes pas ici en matière arbitrale. Et la compétence du juge en la matière, elle est définie par la loi qui institue ce tribunal, non pas un tribunal d'exception, mais un tribunal spécialisé, qui fait que ce genre de crimes, de par leur nature, ce genre d'actes de par leur nature, doivent être jugés dans cette juridiction-là. Mais bien entendu, et là, effectivement, j'ai vu tout à l'heure, il a fait une glissade. Il a volontairement, ou même je l'attendais, mais je sais qu'il finira par le prononcer ce mot, en s'appuyant notamment sur la charge et sur les directives de l'Union africaine. Ce serait bien de la recommandation, et c'est même une recommandation, c'est une directive. De cette directive-là, on en parlera le moment venu quand il va me la soulever, mais en ce qui me concerne, cette loi-là qui instaure ce tribunal-là spécialisé, il n'a jamais été attaqué dans son inconstitutionnalité. La seule règle dans la République, c'est de dire effectivement, quand il y a une loi qui existe, qu'on l'attaque parce qu'elle est anticonstitutionnelle. Parce que quand il cite l'article 45 et qu'il remet en cause par ailleurs la compétence de ce tribunal, ce serait bien qu'il dise à quel moment il a fait une procédure similaire. Et je signale au passage, la loi n'est pas jugée comme étant inconstitutionnelle seulement parce qu'elle ne nous arrange pas, mais parce qu'elle peut remettre en cause deux choses. La première, c'est la séparation de pouvoir. La deuxième, c'est la mise à mal de nos libertés individuelles. Mais en ce qui concerne cette constitution-là, elle n'est pas faite effectivement pour laisser la porte ouverte à l'ensemble de toutes les manifestations que vous pouvez imaginer. Et c'est pour ça que notre liberté, nous la proclamons dans le préambule, parce qu'il y a un certain nombre d'actes de conventions internationales, et même dans son préambule, nous réaffirmons effectivement que les libertés doivent être défendues dans notre environnement.
Mais ce n'est pas parce qu'on l'a fait cette affirmation-là que l'on ne va pas l'encadrer. Parce que l'ensemble de ces charges-là, très souvent, il les récite quand je ne suis pas là, mais je l'attends également, ma récitation à moi, font également l'objet d'encadrement. On vous dit, certes, vous avez la liberté de faire telle ou telle chose, mais attention à cela, vous avez une limite. Et notamment, la première limite, c'est de dire, lorsqu'il y a une loi qui encadre une telle liberté, vous devez la suivre de manière très scrupuleuse. Pour conclure là-dessus, nous avons une loi qui existe. En fonction de cette loi, il y a un certain nombre de personnes qui sont aujourd'hui confrontées aux affres de la justice. Ce serait bien qu'à un moment donné, qu'ils puissent se lever pour pouvoir dire la loi, elle est inconstitutionnelle. Alors, si elle est inconstitutionnelle, à ce moment-là, elle ne sera pas d'application. Mais à l'état actuel, la loi existe. Elle n'a pas été déclarée comme étant inconstitutionnelle, donc elle sera appliquée. Ok. Oui, d'abord, Barista ensuite. Allez-y d'abord, Maître Kappa. Bon, en fait, compétence, n'est pas compétent. Ce que je veux faire observer, oui. J'ai suivi les développements de mes prédécesseurs sur cette question. Mais ce que je dois quand même faire observer de manière péremptoire, je l'ai dit tout à l'heure, Samuel Maud n'était pas d'accord avec moi quand je dis que le gouvernement actuel pratique ce qu'on appelle la gouvernance par embuscade. Ça veut dire qu'il pose des actes en fonction de ce qui va arriver par la suite. En fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que sur ce point précis, je peux tirer les oreilles de l'opposition qui n'a pas été suffisamment vigilante. Parce que depuis pratiquement 2014, on a voté une loi antiterroriste. Ah, oui. Elle existe. Oui, la loi en 2014. Oui, 2014, oui. Oui, c'était la loi numéro 2014/028 du 23 décembre 2014 portant répression des actes de terrorisme. Et on a évolué en 2017 avec une nouvelle loi. Cette fois-là, c'est la loi numéro 2017/012 du 12 juillet 2017 portant code de justice militaire. Et lorsqu'on vote une loi qui porte code, il faut définir son champ d'application. Si vous prenez cette loi, je crois l'article 1er, on va vous dire que cette loi... La loi 2017. 2017, oui. 17 juillet et 12 juillet, oui. Porte sur 4 choses. Premièrement, il fixe l'organisation judiciaire militaire, première chose. Deuxième chose, cette loi fixe les règles de procédure applicables devant les tribunaux militaires. Troisième chose, cette loi définit ce qu'on appelle les infractions militaires. Vous comprenez? Oui. Je le dis pour planter le décor, parce qu'en réalité, il faut que les gens comprennent. Vous pouvez rappeler, vous dites quel article? Non, c'est la loi. Je dis oui, bien, la loi. La vous loi. avez pris un article. Oui, je crois que c'est la loi. J'ai la loi avec moi. Oui. C'est l'article 1er, je pense. Oui. Oui, l'article 1er. Oui. Qui dit la présente loi porte code de justice militaire. À ce titre, elle fixe l'organisation judiciaire militaire. Deuxième chose, les règles de procédure applicables devant les tribunaux militaires. Troisième chose, cette loi définit ce qu'on appelle infraction militaire. Voilà son champ d'application. bien. Effectivement, je rejoins M. Mour sur ce point, cette loi n'a jamais été attaquée pour inconstitutionnalité. Ça veut dire que cette loi est applicable. Ça veut dire que si on traduit, quand on transmet un dossier au tribunal militaire, c'est cette loi qui s'applique. Vous comprenez? Ça, nous sommes clairs là-dessus. Et maintenant, ce que j'aimerais faire observer, c'est que ce qu'on appelle la compétence d'une juridiction est déterminée par la nature des infractions. Et par la loi. Oui, oui, non, la nature, c'est la loi qui définit la nature des infractions. Si vous commettez un crime, par exemple, en matière de droit commun, si vous commettez un crime, on vous juge devant le tribunal de grande instance. Si vous commettez un délit, on vous juge devant les TPI. Donc, en fait, c'est la nature de l'infraction. Et c'est donc maintenant, il se passe que, effectivement, quand le problème du MRC était posé, il faut avoir 2 grilles de lecture aujourd'hui. Ça, je vous le dis très honnêtement. Il faut avoir 2 grilles de lecture. La première grille de lecture, c'est quoi? C'est que, quel est l'acte qu'on reproche effectivement au professeur Maurice Kamto, réellement? C'est-à-dire qu'à première vue, de manière objective, même un profane va voir, qu'est-ce qu'on lui reproche? On lui reproche d'avoir marché alors que cette marche avait été illégale, avait été interdite par l'autorité administrative. Vous avez l'esprit simple à mettre. Non, c'est la première grille de lecture. Non, c'est la première grille. Okay. Je dis bien, c'est la première grille de lecture. Allons-y. A priori, on pense que oui, il a marché alors que la marche était interdite. Objectivement, marche du 26 janvier. Oui, la marche du 26 janvier. Maintenant, donc, si nous décryptons, si nous analysons la situation, je peux vous dire que c'est une infraction de droit commun. Même si on
on estime que c'est une infraction pénale, ça ne peut être qu'une infraction de droit commun. Donc, vu l'article 241... donc, vu sous cet angle... Oui, bien sûr. C'est bien cela. Vu sous cet angle, c'est une infraction de droit commun dont le tribunal militaire n'est pas compétent. Ça, c'est la première grille de lecture. Maintenant, si nous prenons la deuxième grille de lecture, bon, là, je m'essaie de me mettre à la place du commissaire du gouvernement, qui est le chef du parquet du tribunal militaire. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous dire que le 26 janvier, il y a eu 2 faits. Il y a eu des faits qui ont eu lieu au Cameroun, il y a d'autres faits qui ont eu lieu à l'étranger. Vous comprenez? Tout de suite, il essaie d'établir un lien. Et connaissant la subtilité du pouvoir, qu'est-ce que les gars ont fait? Parce qu'en fait, il faut que cela soit dit ici. Qui dit commissaire du gouvernement dit ministre en charge de la justice militaire. Même juge militaire, même pas seulement commissaire du gouvernement. Non, mais moi je me limite d'abord au magistrat du parquet parce que c'est le commissaire du gouvernement c'est lui qui a l'autorité de poursuite. C'est le commissaire du gouvernement qui a traversé ça déjà avec le juge. Qui a pour chef hiérarchique le ministre délégué en charge de la défense. Même pas le président de la République lui-même. C'est-à-dire le président de la République. Parce qu'en fait, le ministre de la Défense n'a pas de pouvoir propre. C'est un ministre délégué. Donc, il tire ses pouvoirs de la présidence de la République. Oui. Ça veut donc dire quoi maintenant? C'est que la présidence de la République s'installe dans le dossier et dit donc maintenant, il y a eu des choses qui se sont faites en Europe, il y a des choses qui se sont faites au Cameroun. Il faut établir un lien. Et si on établit un lien, les gars vont dire, écoutez, il y a certainement des actes là qui ressemblent à des actes de terrorisme. Donc, notre fameuse loi. Parce que l'une des innovations, ça faut que cela soit noté, l'une des innovations principales, je pense sur le compte de mon jeune confrère. Pourquoi M. Kakak ne peut pas dire directement, nous pensons qu'il y a un lien entre ce qui s'est passé au Cameroun et là-bas, sans passer par la subtilité. Permettez-moi, c'était juste une petite... L'argent, peut-être pas... Allez-y, M. Kakak. Allez-y, M. Kakak. Non, mais c'est que votre détour sur le gouvernement, la présidente de la République vous a fait oublier qu'il pourrait avoir un lien entre ce qui s'est passé au Cameroun, les incitations à la rébellion, et ce qui se passe. Vous avez le lien. Je n'ai pas la preuve du lien, mais je dis, je sais de me mettre à la place du concept. Donc tout de suite, il établit un lien. Et il dit, mais de ces actes qui ont été posés de l'autre côté, transparence, s'il vous plaît. C'est pas moi qui ai la parole, je vais répondre. S'il vous plaît. Quand vous parlez, on vous écoute quand même. C'est un problème technique. Il faut éclairer l'opinion. On nous regarde, on nous écoute. Dès qu'on établit le lien, dès qu'on cherche à établir le lien entre ce qui s'est passé de l'autre côté et ce qui s'est passé ici, on va vous dire il y a des actes de terrorisme qui apparaissent. Forcément, l'article 8 de la loi de 2017 va s'appliquer. Ça, c'est ce que le commissaire du gouvernement, en tant qu'autorité de poursuite, va mettre dans son réquisitoire introductif d'instance qui saisit le juge d'instruction. Je parle sur le contrôle du jeune confrère. Il transmet le dossier. Le juge d'instruction ouvre son information judiciaire sur la base du réquisitoire introductif d'instance du commissaire du gouvernement qui a parlé certainement des actes. Bon, vu sous cet angle, nous sommes dans le champ d'application de la loi de 2017. C'est pour ça que moi je dis, je ne dis pas qu'ils ont raison de le faire, mais je dis simplement que cette compétence, c'est comme ça qu'ils ont réfléchi. Maintenant, il appartient donc à l'équipe de défense du MRC, que je sais particulièrement compétente. Très bien. De démonter tout cela. Aujourd'hui, il y a eu une ordonnance de renvoi qui renvoie, permettez-moi la tautologie, il y a cette ordonnance qui renvoie les cadres du MRC devant la juridiction du jugement. Je suis convaincu que c'est sur ce point que le débat va achoper, parce qu'en réalité, il faut qu'on vous le dise ici, quand on parle de compétence, donc si vous estimez qu'un tribunal n'est pas compétent, vous déclinez sa compétence. Et vous pouvez le faire en tout état de cause. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à tous les stades de la procédure. Ça veut dire que c'est une exception d'ordre public. Surtout quand c'est une exception d'ordre public, de la compétence. Oui. Ça veut dire que ce débat reviendra encore devant le juge du jugement. Vous comprenez? Donc le débat n'est pas clos. Mais je voulais simplement expliquer que, pour moi, c'est-à-dire il faut faire preuve de clairvoyance et de lucidité technico-professionnelle pour comprendre que ce n'est pas un débat de profane. Ce débat va continuer jusqu'à la Cour suprême, ce débat sur la compétence. Mais moi, je pense de mon point de vue que le commissaire du gouvernement qui est en réalité l'agent du gouvernement dans la gestion de ce dossier. Tu peux faire l'économie de dire ça? Non, s'il vous plaît. Tu peux faire l'économie de dire ça? Tout simplement par respect pour ce magistrat qui a été formé à la bonne école. Tu peux faire l'économie de dire ça. J'ai compris. Baritza, va parler. Une minute. Je souhaiterais lever l'équivoque. J'ai beaucoup de respect pour ce brillant magistrat. Ben voilà. Tu peux t'arrêter à c'est pas péjoratif, mais ce que je dis, le commissaire du gouvernement a pour chef hiérarchique
le ministre en charge de la justice militaire, qui n'est autre que le ministre de la Défense, mais qui est au Cameroun un ministre délégué. Ça veut dire que c'est le président de la République. C'est le président de la République. Barista. Yes. You see, the discussion is very interesting, but I think that at times, maybe for partisan reasons, we don't want to be very objective. CPDM will say that they are right. It is wrong. It begins from, my senior colleague just said that the qualification of the offense determines the court to which the matter is going to be sent. Yes. In this case, what did they do that merit them, first of all, to be transferred to military tribunal? We start from there. What did they do? Match. No. Let me come. Don't say no. That is what they are accused of. To 6 p.m., 6 a.m. to 6. It was grossly violated. State of disorder. Laws are classified by the government of Cameroon. Ouais. One of which is the International Covenant of Civil and Political Rights that gives any of human rights of 1948. There was no offense to begin with. Now, coming now to the competence of that court. The Constitution itself tells us in its Article 45 that all duly ratified international treaties take precedence over domestic law. So, in this case, are we citing the new terrorist law that was implemented? Is it a bigger norm than the international ratified treaties? The answer is no. And Cameroonians should know that this government is so malicious that, as you rightly said, they try to always prepare whatever they want to achieve. What was the intention? What was the intention of passing such a law against terrorism? What was the intention? And now they transported, they took the simple pretext that in the north there's terrorism, and now they start harassing innocent Cameroonians. You think Maurice Kamto is not intelligent enough to know that the international treaty signed take precedence over national laws? We should be serious. Then coming to your judges, let me be very honest with you. The judges in Cameroon are being controlled. Their promotion depends on recommendations from the hierarchy. And so whatever comes in front of them and gives them the latitude to act in favor of the government, they do it. They don't even think. Majority of those decisions that those judges they take, if you go in private and ask them, they will tell you that it is wrong. Now, let me tell you something. When the Anglophone crisis erupted about 4 or 5 months ago, I was in front of a top military person who was saying that, before he said that, no, there can never be dialogue. We're dialoguing with who? Now, when the Prime Minister went and said that the government sent him for dialogue, I went to his office and said, no, you see, that dialogue is very important because we need peace. Who are we deceiving? Who are we deceiving? So, Serge, it is dehumanizing, it is incorrect, it is wrong for any individual to think that the military tribunal has competence to try Maurice Kamto and my bosom friend Michel Ndoki. It is wrong. We don't have the offense was not constituted. The offense was not even committed. Mais c'est le tribunal qui va le prouver. Now, who takes to the court? And all what the court says is now. Okay, voilà. thank you. Le juge militaire se déclare compétent parce que les décisions rendues par les tribunaux militaires sont susceptibles d'appel devant la cour d'appel. Absolument. C'est ce qu'on vous dit donc. Si moi je ne suis pas compétent pour prendre un décret du président de la République, je peux quand même le prendre. Comme ce sera réputé non écrit, il n'y a pas de problème, laissez que je prenne cela. Ça n'a aucun sens. C'est même ridicule à la limite. Je voulais peut-être revenir sur 2 ou 3 choses qui ont été dites de manière à peu près. On pourrait avoir l'impression que c'était dit d'un expert, mais malheureusement c'était dit de manière inexperte. Ah bon. La première chose, Monsieur Mott, vous confondez 2 choses fondamentales. Le contrôle de constitutionnalité d'une part et le contrôle de conventionnalité d'autre part. Vous confondez allègrement ces 2 choses. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas la même chose. Allons-y. Premièrement, ce qu'on appelle le contrôle de constitutionnalité, suivez bien, c'est contrôler la conformité d'une norme inférieure, peu importe la norme en question, à la Constitution. Nous avons parlé de la loi, s'il vous plaît, qui instaure le tribunal militaire. Si je faisais le débat, allons-y. Je vous poserai la question selon vous. Quand je parle de normes inférieures, je fais allusion à quoi? On fait allusion
aux traités et accords internationaux, 2 aux lois nationales, 3 aux règlements, 4... J'ai voulu tout simplement préciser, c'est pas la peine de perdre autant d'énergie à expliquer des choses évidentes. C'est mon énergie et... Allez-y, Roland. Grâce à vous, les téléspectateurs, qui font la même erreur que vous, peut-être, modestement comprendront. Deuxième chose, vous confondez, je l'ai dit à l'entame, suivez, monsieur Moïse. Allez-y. Il faut suivre. Allez-y. J'ai dit que vous confondez contrôle de constitutionnalité et contrôle de conventionnalité. J'étais en train d'élaborer sur le contrôle de constitutionnalité avant que vous ne m'interrompiez. Donc si vous me laissez continuer, je vais élaborer sur le contrôle de conventionnalité cette fois-là. Le contrôle de conventionnalité... Pour la constitutionnalité, vous n'avez apporté rien de nouveau par rapport à ce que j'ai dit. Laissez les téléspectateurs en juger. Pas la moindre contradiction. Laissez donc les téléspectateurs en juger. Absolument. Je reviens donc pour vous dire qu'en ce qui concerne le contrôle de conventionnalité, il s'agit de contrôler la conformité d'une norme inférieure à un instrument international. Dans le premier cas, dans le cas du contrôle de constitutionnalité, il y a une autorité pour ça. C'est le Conseil constitutionnel. Et d'ailleurs, vous faites la malice quand vous dites que personne n'a attaqué la loi devant le Conseil constitutionnel. Peut-être que vous ne le savez pas, mais il y a... Je le sais parfaitement. Vous savez quoi parfaitement? Allez-y, continuez. Puisque vous avez semblé allez-y, lire vous continuez. Les lettres dans les enveloppes. Je suis en train de vouloir dire que ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il y a... Pour saisir, il y a un certain nombre de personnes qui peuvent le faire, pas d'autres. Ah, vous le savez. Ah, là, mais je ne savais pas. Quand vous l'avez dit tout à l'heure. Les mêmes respect. Ce que je n'apprécie pas, Laurent, c'est que vous discutez avec quelqu'un qui est suffisamment avisé. Je ne veux pas avoir ce genre de propos. Cela se voit que vous êtes avisé. C'est ce que je disais. Je disais donc que parce que vous êtes si avisé que ça, vous avez tenté de faire croire aux téléspectateurs qu'il revient aux simples citoyens de déférer une loi devant le Conseil constitutionnel lorsque celle-ci est anticonstitutionnelle. C'est pour ça que je vous reprends là-dessus. Parce que vous êtes effectivement avisé et vous ne pouviez pas l'ignorer. De l'autre côté, d'autre part, en ce qui concerne le contrôle de conventionnalité, avant 2010, dans le droit positif camerounais, on ne pouvait pas répondre avec certitude à la question de savoir quelle est l'autorité chargée de contrôler la conformité d'une norme inférieure à une convention internationale. Depuis la jurisprudence Omaïs Kassim, 2010, Cour suprême du Cameroun, la question est réglée. Et cette jurisprudence est limpide. Elle dispose que lorsqu'un texte, lorsqu'une norme inférieure, lorsqu'une loi est contraire à une convention, un instrument international que nous avons dûment ratifié, cette loi ne peut pas être appliquée. Évidemment, la loi ne sort pas de l'ordonnancement juridique, et je parle sous le contrôle de mon confrère aîné, sauf que celui qui invoque l'exception de non-conformité à la convention précisément peut obtenir, et conformément à la dite jurisprudence, que cette disposition de la loi ne s'applique pas à lui, quitte à ce que chaque justiciable, quand il arrive devant cet écueil de la loi, invoque la non-conformité pour que cette loi ne lui soit pas appliquée. Il faut le rappeler. Il faut aussi rappeler, parce que nous faisons le débat, vous avez fait tout à l'heure un débat sur la loi qui est applicable. Vous êtes à un étage inférieur dans ce qu'on appelle la hiérarchie des normes juridiques. Vous discutez de ce qui se passe au niveau de la loi. Nous parlons de ce qui se fait au-dessus de la loi. Et le fondement, c'est pas vous qui animez, c'est pas vous qui donnez la parole. Laissez-moi parler, monsieur Motte. Laissez-moi parler. Je vous laisse parler. Terminez votre propos. Il y a des normes supérieures aux lois que vous avez invoquées. À la loi de par exemple. Allez-y, soyez factuel, précis aussi. Je reprends les instruments internationaux supérieurs à la loi de 2014 sur les actes de terrorisme, supérieurs à la loi numéro de 2017 portant code de justice militaire, que ces deux lois ne peuvent contredire sans violer l'article 45. C'est le pacte international sur les droits civils et politiques. 1. C'est la charte africaine des droits de l'homme et des peuples. 2. Je m'arrête là pour les instruments internationaux. C'est largement, en m'arrêtant là, je vous indique que c'est largement suffisant pour que les lois nationales qui ont pris le risque
de contredire ces deux instruments internationaux-là ne puissent pas être appliqués aux justiciables qui l'invoquent devant une juridiction. Et c'est de là qu'est fondée l'exception d'incompétence du juge militaire à juger des civils. Parce que tous les instruments que j'ai indiqués sont conformément à ce principe. Mais vous permettez qu'on lise pour la gouverne de nos nombreux téléspectateurs l'article 45 de la loi fondamentale du Cameroun. Merci, monsieur Serval. Il dit ceci: les traités ou accords internationaux régulièrement approuvés ou ratifiés ont, dès lors de leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité de son application pour l'autre partie. Mais attendez. Mais c'est d'une clarté biblique. C'est ce que nous disons. Il a parlé ça en matière de droit. Vous n'avez pas besoin de dire ça. Lisez un peu le préambule également de la même constitution, parce que vous verrez quelque part que dans le corpus de ce préambule-là, il est clairement dit que nous referons à la charte des Nations Unies et à la charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Qu'est-ce que vous lisez? Le problème, c'est que quand je dis qu'il faut que Roland Guérou soit factuel, il faut qu'il vous dise, il y a la convention, telle convention internationale qui prévoit ça, et voilà ce qui est fait sur le plan local. Tout n'est pas de s'arc-bouter à me réciter le nom des conventions, des articles, sans fondement. Dans le cas d'espèce, je vous précise tout simplement, et je reviens sur les points de constitutionnalité, je ne décrocherai absolument pas là-dessus. Il faut qu'il apporte déjà premièrement que ce soit inconstitutionnel. Attendez, j'allais attendre au tournant aujourd'hui, mais vous voyez... Vous savez, permettez que je lise également. Vous dites que dans le préambule, le peuple camerounais affirme son attachement aux libertés fondamentales inscrites dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, de la Charte des Nations Unies, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, et toutes les conventions irrelatives et dûment ratifiées, notamment aux principes suivants. Très bien, très bien. J'allais me tout. Ça suffit à mon bonheur. Comment ça? Tout simplement, ça suffit à mon bonheur, tout simplement que l'ensemble de ces conventions elles-mêmes comportent des atténuations à ce que vous appelez liberté. Soyez factuel. L'article 29, par exemple, de la Convention des Nations Unies sur les droits de l'homme, des droits universels de l'homme, cette convention-là, quelle convention-là permet... Vous avez dit quelle convention? Vous me laissez terminer. Je n'ai pas bien suivi. Vous me laisserez terminer. Cette convention universelle, effectivement, des droits de l'homme. Convention universelle des droits de l'homme. Prévoit effectivement en son article 29 que la liberté ne peut être la déclaration universelle, comme vous voulez. D'accord. Voilà. il revenait sur les virgules. Prévoit effectivement en son article 29 qu'à partir du moment où il y a une loi qui encadre une certaine liberté, une loi de niveau nettement inférieur, mais on n'est même pas au niveau de la Constitution, cette loi-là est d'application. Et dans le cas d'espèce, effectivement, il y a une loi qui réglemente la manifestation au Cameroun, dont l'inconstitutionnel n'a jamais été prouvé. Et dans ce cas-là, cette loi, elle est d'application. On ne parle pas de manifestation. Attendez, mais on revient sur le fond. Des juridictions militaires. On revient sur le fond. Parce qu'effectivement, vous voulez dulier la procédure en disant que de toutes les façons, il n'y avait que manifestation. Effectivement, dans ce que Tesla également, ils citent eux-mêmes, ils vous citent une directive qui dit que quand on est civil, on ne peut pas comparer devant un tribunal militaire. Mais je crois que ma présence fait en sorte qu'il ne puisse pas faire ce genre d'égarement. Parce qu'en réalité, en matière de définition, c'est quoi un civil au regard de cela? Quand vous êtes dans une démarche insurrectionnelle, comme celle qu'a Maurice Kamto depuis le 8 octobre 2018, quel qualificatif on doit avoir? C'est quoi le civil? C'est quoi un soldat? Un soldat, c'est celui qui est en béret rouge. C'est ça la qualification. C'est quoi un guerrier? Un guerrier, c'est celui qui a le treillis. Un guerrier, c'est quoi un guerrier? C'est quoi un combattant qui doit être jugé au même temps dans un tribunal militaire? C'est celui qui effectivement qui a fait l'école de guerre. Il faut là également qu'on s'entende à ce qu'on appelle civil ici. Parce qu'effectivement, il ne veut pas lâcher le mot. Il veut dire que parce que Maurice Kamto est civil, il sous-entendait que par là, c'est le seul argument que nous utilisons aujourd'hui, qu'il a de la peine à lâcher. Parce qu'il est civil, mais en réalité, quand on regarde... Lâchez-le pour moi, monsieur Mott. Vous semblez savoir ce que je veux dire. Attendez.
Quand on voit Maurice Kamto dans sa démarche, en réalité, si vous créez ce genre d'exception, ça veut dire que vous avez quelqu'un en col blanc qui se tient dans son bureau et qui commence à manipuler les gens. Pour terminer, on a très souvent parlé de violence dans le cas des manifestations qui sont organisées au Cameroun. Sur la base de cette violence-là, le gouvernement, à un certain moment donné, a estimé qu'il y a un certain nombre de manifestations qui devaient être interdites, ont été interdites, bravées par des gens que vous connaissez. Mais en réalité, quand on parle de violence aujourd'hui, on a comme l'impression qu'au Cameroun, la violence s'arrête exclusivement à la violence physique que l'on peut porter sur un individu donné. Le mensonge également, y compris ce qu'il est en train de proférer, à me réciter à tue-tête l'ensemble des conventions qu'il a prises par cœur, ça fait également sa partie d'une certaine forme de violence. Et le mensonge, c'est une violence. Attendez, laissez-moi terminer. Oui. J'ai ici avec moi un document qui a été rédigé par l'avocat du MRC, Maître Sim, une plainte. Mouvement de la Renaissance du Cameroun contre Kavayege Djibril, Mamouna Futsu, Mamouna Futsu, Yububa Abdoulaye et Taïga. C'était quelle date? Adressé, nous sommes le 19 juillet 2018, adressé au commissaire du gouvernement, et c'est une plainte pour destruction, acte de terrorisme et apologie et autres. Les concernés ici, c'est qui? Premièrement, c'est un mouvement politique. L'accusé, la personne contre qui on porte plainte, c'est des civils. La plainte est adressée au tribunal militaire. Et les motifs sont édifiants. Il importe de préciser que, non, en effet, le samedi 14 juillet 2018, M. Kavayege Djibril, président de l'Assemblée nationale, agissant en crime flagrant à la tête de 4 personnes visées et d'une horde de voyous, a procédé devant les caméras en jouant à la mise à feu des t-shirts, pancartes, échappes, et j'en passe. L'état qui nous est annoncé par le MRC, c'est que la prochaine fois, lorsque vous allez brûler un t-shirt, vous allez vous retrouver au tribunal militaire. Et c'est les mêmes gens aujourd'hui qui regardent pour vous dire qu'il y a point de tribunal militaire. Yes, you know, Serge, to talk about the competence of the military tribunal vis-à-vis international laws, somebody who has not done international law will not understand you. So no matter how much we talk to him, he will not understand that laws are classified. Ah, c'est ça. You understand? Laws are classified. Then when you come with a letter written by a complaint written by a lawyer, what are you trying to explain? It does not make sense. It does not make sense. Let us face the realities as we see them. The question is, most of the diehards of CPDM who come and talk here, they don't understand that you don't talk on what you've not done. You understand? He used the word combatant and ask if a civilian can be considered. They can be. You understand? There is an international law. There is an international law, the Geneva Conventions. You understand? Oui, je peux les faire. Allez-y. Oui, je disais que ceux qui n'ont pas fait le droit international, n'est-ce pas, des novices ne peuvent jamais avoir cette discussion, n'est-ce pas, pour édifier le peuple camerounais. Parce que quand on parle, en anglais. J'ai dit que vous ne comprenez pas français. Pour mieux exprimer votre pensée. Parlez en anglais. Mais j'ai l'impression que vous ne comprenez pas bien français. C'est ce que j'ai dit. Non, c'est plutôt vous qui ne comprenez pas la loi. Non. C'est plutôt vous qui ne comprenez pas la loi. Le Cameroun a 2 langues officielles également, le français et l'anglais. Il peut s'exprimer en anglais. Allow me to end. We cannot come. There is an international law, right, that confers the status of combatant. I've told you that the Geneva Conventions, you understand, they state who is a combatant. Who is a combatant by the terms of that treaty? He who carries gun openly. That's it. Identified, okay. Right? Okay. Is a combatant. You understand? Okay. Now, what he has said, what has come to done
that should not be considered a civilian. Ah, d'accord. Did he carry a gun? Did you see him with a gun? Did he burn down anything? And so how do you come to tell people, reasonable people, that the national law can tie come to it's unheard of. De votre compréhension, un chef militaire civil ne peut pas être considéré. Vous n'avez pas la parole. Allez-y, maître Kaka. En fait, ce que je vais simplement faire observer, parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps. Oui, allez-y donc. C'est qu'en fait, il faut faire très attention. Ce qui arrive à travers cette affaire, c'est la conséquence de la détermination du gouvernement à créer des juridictions à compétence spéciale pour des faits qui pouvaient être gérés par des juridictions de droit commun. C'est un peu le cas, par exemple, du tribunal criminel spécial. Parce que le travail de ce tribunal peut être fait par le TGI. Ok, merci. On revient. On va revenir. Madame, Monsieur, nous allons donc observer cette première halte. Le temps de retrouver de l'autre côté Cédric Noufelet pour le journal de 20h. Cédric, au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Ce soir, nous prendrons le pouls des régions anglophones. Vous le savez, durant le week-end, la ville de Kumba a vibré au rythme de la colère des conducteurs de mototaxis exaspérés d'être au cœur des violences meurtrières, également exaspérés des tracasseries policières. Ils ont arrêté leurs activités pour dénoncer ces tracasseries. L'intervention de l'autorité administrative a permis certes de calmer la colère, mais pas pour autant de régler ce problème, celui des journées villes mortes déclarées chaque lundi dans les villes anglophones. Et à ce moment où la crise, elle, perdure, le diplomate français Gilles Thibault, ambassadeur de France au Cameroun, arrivé en fin de séjour, a une fois de plus réitéré la position de la France lors de la fête de l'indépendance de son pays, alors qu'il a organisé une réception du côté de Yaoundé. Il a déclaré une fois de plus que la France reste attachée et suit de près l'évolution de la situation et souhaite un règlement politique de la crise. Vous l'écouterez dans le journal de 20h. Et nous irons à l'extrême nord du Cameroun, là où se pose un épineux problème de santé publique. Là-bas, les formations sanitaires sont confrontées à un manque criard de personnel. Pourtant, ils sont nombreux des infirmiers et médecins affectés dans les hôpitaux publics, mais très peu y sont présents. Du coup, les malades souffrent le martyre. C'est un reportage à suivre également dans le journal de 20h. Et nous irons à Bokito, au cœur du Cameroun profond, pour partager avec vous le calvaire des populations qui souhaitent attirer l'attention des pouvoirs publics sur l'absence de développement criard dans le monde rural. Nous en parlerons dans un instant. Serge Alain. Voilà, fin de cette première partie. Et qu'il en soit, Madame, Monsieur, on se retrouve juste derrière pour... Ce jour, l'on a constaté ce matin que Kumba est resté désert, du moins dans certaines rues de la ville de Kumba. Les conducteurs de mototaxi n'ont pas véritablement suivi l'appel lancé par l'autorité administrative. Voilà, Madame, Monsieur, c'est donc l'essentiel de Equinox Soir, deuxième partie, le débrief. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain 20h. Rendez-vous demain 20h. Dans un instant, Madame, Monsieur, la suite, Equinox Soir. Retour sur le plateau et qu'il en soit, nous sommes toujours en compagnie de barista Kamwa Limène, Samuel Motte, Maître Kakak et Maître Roland Diou. Maître Roland Diou, vous avez vu, comme tout le monde, les images qui nous viennent du département de la Mémé, à ville de Kumba, plus précisément, des vivres, des bons de carburant et un peu de CFA pour les conducteurs de mototaxi, pour barrer la voie aux villes mortes le lundi.
Si on peut déjà corrompre les électeurs pour avoir leur voix, je ne doute pas que l'on fasse la même chose dans ces régions-là pour, dit-on, avoir les négociations. Monsieur Mon nous a dit qu'ils étaient en cours de dialogue. Non, moi je crois que quand on veut être sérieux, on utilise les moyens sérieux. S'il y a un problème et que la solution c'est le dialogue, dialoguons. Ne tentons pas de corrompre les gens. Après on se plaindra d'avoir un pays où tout le monde est corrompu. C'est normal, puisqu'on enseigne la corruption, puisqu'on la pratique. Mais vous me permettrez, s'il vous plaît, de revenir, parce que avant que nous prenions la pause journal, il avait été... Non, on va revenir. Voilà. Donc, je vais vous donner la parole. Okay. On débriefe d'abord. On débriefe sur cette question-là, et je dis donc oui. On ne peut pas avoir pour mode de fonctionnement dans un pays la corruption. Oui. Et quand c'est d'ailleurs les institutionnels qui font cela, il faut le regretter. Ok. C'est promis, M. Diéwo, je vais passer la parole. Quelqu'un qui est désemparé, c'est de la corruption. D'abord, Barista Kamwa, vous avez vu ça? On a vu ce que le maire Ekema a fait au niveau de Buea. Voilà, le préfet de la Mémé qui tente aussi de combattre le Ghost Town on Monday. Est-ce qu'il va arriver? He will not, but the proof is that... vous êtes pessimiste, il va pas... Of course he will not. Pourquoi? Have they solved the problems? They have not solved the problem. The Anglophone, there's an Anglophone crisis, you understand? And there is a ghost town. How do they go to work? Who is going to provide that security when they are even complaining against the police, people who harass them? The problem is somewhere else, and we should stop being petty by going to give small money to people to go and put fuel and come back to the road. What about our security? And if you ask, everything that Ikema has been doing in Buea, has he made people to go and open their shops? He has not, and he acts in utmost illegality. He acts in flagrant illegality. You go and lock people's shop, you come and break people's shop. It is not done. Now, I was waiting to see how today will turn out in Kumba. And when I got up in the morning, I called at this. They said there were gunshots in Kumba. And the ghost town is still there. That is not the solution. We know the solution. Dialogue. Be humble to dialogue. That is the solution. So it will not stop. It will not stop it will not resolve any problem. Samuel monte une autre mesure qui semble ne pas. Ça fait quand même beaucoup de bons de carburant distribués, hein? Beaucoup de biens et de vivres pour encourager. Une opération d'assistance humanitaire de ce style, je ne vois pas en quoi on devait assimiler ça. Non, le problème c'est que le but n'a pas été atteint aujourd'hui. Non, le but. La ville est restée morte à Kumba. La ville est restée morte, ce n'est pas un motif de satisfaction. Il faut savoir que l'ensemble des personnes qui sont impliquées, des gens de bonne foi, cherchent sans cesse et sans relâche des solutions. Ça, c'est une solution qui a été envisagée. Si elle n'a pas marché, tant pis, on envisagera une autre. Mais nous devons être ensemble, unis, par un même objectif que celui de retrouver le calme dans ces zones-là. Il n'y a pas de motif à satisfaction quand on se rend compte qu'il y a un certain nombre de choses, des gens qui sont paralysés. Et encore une dernière fois, nous sommes dans une république. Quand on est en situation de désaccord, on les met sur la place publique, on en discute. Éventuellement, on demande l'arbitrage des populations. On ne prend pas les populations en otage pour que ça puisse nous donner des motifs de satisfaction en disant on a envisagé une opération qui n'a pas marché. Ce n'est pas ça la République. La République, effectivement, c'est de dire qu'on discute. La République, c'est de dire effectivement que chacun de nous peut avoir le droit. Mais justement, écoutez, on parlait tout à l'heure, mais peut-être qu'on reviendrait là-dessus. Oui, vous parlez de liberté. Oui, attendez, vous parlez de liberté, vous souffrez d'une restriction de liberté donnée par une instance reconnue comme telle. Vous ne souffrez pas des limitations de liberté imposées par des individus. C'est quand même curieux. Ok. Maître Kakak, sur cette situation dans le département de la Mémé. En fait, l'image. Un coup d'épée dans l'eau. Non, c'est pas un coup d'épée dans l'eau, mais je pense quand même que lorsque vous voyez la situation, cela traduit deux choses. Oui. Voilà des populations, parce que pour ceux qui connaissaient bien, en fait, connaissent la région du sud-ouest, ils savent que Kéton, c'était la ville la plus, dynamique de cette région. Aujourd'hui, les populations, depuis pratiquement 3 ans, ne font rien. Vous sentez que quand vous les voyez là, ils sont totalement dépités. Et ce qui est intéressant, c'est que le chef de terre, je veux dire le préfet de la Mémé, il essaie de faire ce qu'il peut.
Il essaye de faire ce qu'il peut. On sent qu'il est dans son rôle. Lui veut que sa ville vive. Il veut que son département vive. Mais malheureusement, ce n'est pas de lui que la vraie solution. Et attends, parce que ce n'est pas lui qui va prendre la vraie décision. Mais c'est ce qu'a décision. tenté de faire également le maire Ikema. Non, Ikema, lui, je pense que c'est plutôt quelqu'un qui est là pour saboter tout ce qu'on peut faire pour que la paix revienne dans cette région. Comment ça Quand il non, demande écoutez, qu'on ouvre la boutique non, mais je vais vous dire une chose. Je pense que c'est Ikema qui est la première autorité à réagir négativement quand le... Par rapport à la conférence générale anglophone. La conférence générale qui avait été initiée par le cardinal Tony. Il avait déclaré de manière formelle que cette conférence ne se tiendra pas à Boya dans sa vie. Vous voyez, des gens comme ça, c'est pas bon. Mais je vais simplement dire que je ne comprends pas pourquoi dans notre pays, chaque fois qu'il y a un problème d'envergure, les gens optent toujours pour des solutions périphériques. Parce qu'en fait, c'est ça le problème. On n'attaque jamais le vrai problème. Ça fait bientôt 2-3 mois que le Premier ministre a fait une descente que tout le monde a appréciée dans ces deux régions. Mais le sentiment général qui se dégage maintenant, c'est que bon, après le fait que ça a donné, on ne sent plus rien. On ne sent plus rien, on est tombé encore dans les mêmes travers. Rien n'est fait concrètement pour impulser le véritable dialogue qui va certainement nous amener à trouver des solutions. Parce qu'il faut que cela soit dit une fois de plus. Ce n'est que par le dialogue entre tous les Camerounais. Parce qu'en réalité, c'est une affaire qui intéresse tous les Camerounais. Ce n'est que le dialogue seul, un dialogue inclusif auquel tous les Camerounais vont prendre part, qui va nous permettre de sortir de l'auberge. Tant que nous continuons avec des solutions périphériques, comme ce que nous venons de voir là, le problème ne sera jamais résolu. Ok. Mais d'abord, ce que vous voulez dire par rapport à la thématique principale. Oui, avant que je revienne à Maître Kaka. Par rapport à la thématique principale, d'abord, M. Mo tout à l'heure a tenté de faire croire que le MRC aujourd'hui décline la compétence du tribunal militaire alors qu'il a souhaité voir des personnes condamnées devant ce même tribunal qui étaient des civils. Ce que je vais faire observer à M. Mott, qui a eu l'amabilité de me donner la date à laquelle cette plainte avait été déposée par, effectivement, Maître Emmanuel Sim, 19 juillet 2018. Alors, j'aimerais demander à M. Mott, qui a pris la peine de nous ramener la plainte, est-ce qu'il y a déjà eu une ordonnance de règlement de cette instruction-là en juillet 2019? Ça fait plus d'un an. Ça, c'est une autre paire de manches. Bientôt. Vous savez que je n'ai pas beaucoup de temps. Ça fait un an qu'une plainte a été déposée devant le même tribunal. Vous reconnaissez l'existence de la plainte? Elle ne peut pas. On ne peut pas nier cela. C'est sur la place publique. Le débat n'est pas là, M. Mott. Si vous êtes venu chercher à avoir des éléments pour votre bonheur, voilà. Je vais donc en rajouter davantage quand je vais vous dire que ça fait donc un an que cette plainte a été déposée et l'instruction n'a jamais été ouverte. Voilà un pays... Parce qu'elle est fantaisiste. Très bien, laissez le juge d'instruction le dire. Il le dira en temps opportun. En temps opportun. Et en janvier 2019, le même tribunal militaire s'est cru obligé d'instruire. Même pas. Parce que d'ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas eu d'instruction au fond. On a bâclé les choses et on a renvoyé certaines personnes devant le tribunal militaire. M. Mott tout à l'heure disait que nous avons récité. D'ailleurs, j'aimerais lui dire que cela ne me pose aucun problème du tout de réciter. Il se trouve que c'est mon boulot, réciter les textes de loi. C'est ça mon boulot. J'aimerais donc être plus factuel en lui indiquant les dispositions des instruments internationaux qui ont précisément été violés tout à l'heure. Très bien. Il a invoqué la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'article 10 de cette déclaration devrait lui parler. J'ai invoqué tout à l'heure le pacte international sur les droits civils et politiques. Dans la même déclaration, évité par l'article 29, par la même occasion. Vous aurez votre temps de parole. Très bien. Vous aurez votre temps de parole. Merci. Je crois. Hein? Oui. Voilà, et même si ce n'est pas le cas, celui-ci est le mien. Donc, donc le pacte international pour les droits civils et politiques, en son article 14, alinéa 1, ensemble avec l'article 7 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, dispose que les citoyens ont le droit d'être jugés par un tribunal civil compétent et impartial. Voilà ce que la synthèse de ces 3 articles que je n'ai pas cités par hasard peut nous permettre d'avoir comme principe, complété
dans son travail de protection des droits de l'homme par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, précisément dans la directive et principe de Niamey sur le procès équitable et l'assistance judiciaire, dispose que les tribunaux militaires ne peuvent en aucune circonstance juger les civils. Plus loin, les juridictions spéciales ne connaissent pas des infractions qui ressortissent de la compétence des tribunaux ordinaires. Monsieur Mo tout à l'heure a essayé de faire croire à l'opinion publique que quand on parle de directives et de principes, ce n'est pas contraignant. Lui qui est expert comptable, je vais convoquer des dispositions qu'il utilise chaque jour, qui sont des dispositions contraignantes, mais qui ne s'appellent pas loi. L'ordonnancement juridique CEMAC comporte par exemple la directive relative à l'application de la TVA en zone CEMAC. Et cette directive CEMAC a la même valeur qu'un autre texte qui ne s'appelle pas non plus loi, mais qui a également une valeur supranationale. Les actes uniformes de l'OADA, qui ne s'appellent pas des lois, mais qui en vertu des règles issues de la hiérarchie des normes juridiques ont valeur supra-législative. Et donc, quand on analyse les textes, on ne les prend pas de manière parcellaire. Dans les cas où ces textes ne sont pas clairs, il y a des mécanismes qui permettent de les compléter, de les clarifier. C'est exactement la même chose quand une jurisprudence, comme la jurisprudence au Maïs Kassim, vient compléter par exemple notre constitution pour nous dire enfin quelle est l'instance, quelle est l'institution qui peut faire le contrôle de conventionnalité. Cela n'était pas écrit avant, mais maintenant qu'une jurisprudence existe, on peut effectivement se fonder dessus, ensemble avec les autres jurisprudences qui ont été largement diffusées sur l'impossibilité pour les juridictions militaires d'avoir à juger les civils. C'est donc ce que je voulais préciser pour la gouverne de tout le monde. Permettez, c'est pas un jeu de ping-pong. Non, c'est pas un jeu de ping-pong, mais après, j'ai la fraîcheur du verbe. Maître Kaka, vous dites que toutes ces tribunaux criminels spécial, tout ça, on nous aurait fait l'économie de tout ça. Oui, en fait, ce que je voulais dire, c'est vrai que nos amis du RDPC, du MRC, je constate qu'ils ont pris tout le temps. On n'a pas eu le temps. C'est pourquoi ce que je voulais faire observer, c'est qu'on dit souvent de manière prosaïque qu'à quelque chose malheur est bon. Je pense que cette affaire du MRC, en dépit des misères qu'elle crée au professeur Maurice Kamto et au cadre du MRC qui sont en Bastille aujourd'hui, je pense que cette affaire va nous aider à améliorer la gouvernance judiciaire dans ce pays. Parce que c'est de ça qu'il est question. Merci. Vous comprenez ça? Non, je le dis très honnêtement. C'est de ça qui ne sera pas d'accord avec ça. C'est de ça qu'il est question, parce que on nous a habitués à prendre des affaires qui relevaient normalement, bien qui relèvent normalement des juridictions de droit commun, pour confier à des juridictions qui n'ont rien à faire. Tribunal militaire. Bon, mais la crise anglophone et l'affaire. L'affaire. On aurait pu gérer ça. Non, on peut gérer ça au tribunal de grande instance. On peut créer une chambre qui s'en occupe. Parce qu'effectivement, à l'échelle planétaire aujourd'hui, les affaires de corruption, les affaires de terrorisme sont prises très au sérieux. Vous comprenez? Dans les juridictions de droit commun, on peut créer des juridictions spécialisées. Quand vous allez aujourd'hui... Mais l'autre également de droit commun, un maître. Laquelle? Le tribunal militaire. Non. Il est de droit commun. Il est seulement... Même les étudiants de spécialisés. Il n'y a pas d'exception. Le tribunal militaire dans les juridictions d'exception. Il n'y a pas d'exception. C'est une les étudiants de première S'il vous plaît, Samuel. Non, mais c'est bon. Je pense que quand vous parlez, on vous écoute. Je vous interromps jamais. Autant pour... Ayons la courtoisie de nous écouter. C'est de là que jailliront les étincelles, la vérité. Oui, mais ce que je voulais faire en fait, ce qu'on appelle tribunal militaire, juridiquement, c'est une juridiction à compétence spéciale. Voilà. C'est pas une de droit commun. Vous comprenez? Compétence spéciale. Compétence spéciale. De droit commun. Donc on ne peut pas porter des affaires qui concernent les civils, des affaires qui peuvent normalement être gérées par les juridictions de droit commun, on amène au tribunal militaire. Bon, je pense quand même qu'avec ce qui se passe là, parce que ce qui est constant, je suis convaincu que ceux qui ont diligenté la procédure étaient convaincus que comme cette loi, en principe anticonstitutionnelle, est restée en vigueur, beaucoup pensaient qu'elle pouvait passer, mais là, tout le monde se rend compte qu'elle n'est pas opérante. Elle n'est pas opérante, c'est pour ça que tout à l'heure, j'attirais l'attention
de mes confrères, mes brillants confrères qui vont m'assurer, qui assurent la défense du professeur Maurice Kamto et toutes les autres personnes qui sont en Bastille, de mettre l'accent sur ces arguments, parce qu'il y a beaucoup d'arguments techniques qui plaident en leur faveur, et que ces arguments soient brillamment développés devant la juridiction du jugement, qui reste toujours sur cette question de compétence, parce qu'au sortir de ce procès, au-delà de la dimension politique de ce procès, mais il faut que ce procès nous aide à améliorer notre gouvernance judiciaire. Vous comprenez? Cette juridiction, de mon point de vue, n'a rien à voir pour quand il faut juger les civils. Je ne dis pas qu'il ne faut pas juger les civils, mais il y a des juridictions. On peut même créer une juridiction pour le faire, mais pourvu que ce soit une affaire entre civils. Quand vous prenez déjà des civils, vous amenez au tribunal militaire, c'est une aberration. Donc, c'est pour ça que personnellement, je pense que cette affaire va nous permettre de régler beaucoup de problèmes. Maintenant, je voulais revenir sur un aspect, parce que je ne compte pour reprendre la parole ici. Oui. C'est par là que je vais finir. Je vais vous donner la parole encore. Bon, écoutez, ce que je voulais dire, oui, c'est que dans ce dossier, j'invite les uns et les autres à dépassionner les débats. Parce que c'est un débat immensément technique qui va certainement... Non, je dis ceci, ça se voit déjà autour de ce plateau. Oui, on a l'impression que nous assistons ici à un pugilat entre le représentant de l'EDPC, mon jeune confrère, mon brillant jeune confrère qui est là pour les intérêts du MSC. Je suis moins brillant comme je ne suis pas ton confrère, ça va. Non, je n'ai jamais dit que vous n'êtes pas brillant, je ne l'ai jamais dit. Mais je dis simplement que ce débat est très important pour les Camerounais, parce qu'au sortir de ce procès, il faut que nous... Vous pensez qu'il y aura procès? Non, je suis convaincu, vous savez, le droit est têtu. Oui. Je suis convaincu. C'est ça la grande question. Le droit est têtu. À un moment donné, quel que soit le collectif des non, je suis sûr d'une chose. Je suis sûr d'une chose. Je pense qu'il y a violation. Je suis sûr d'une chose. Vous savez, là maintenant, nous sommes sortis de la justice des cabinets. Oui. Pour entrer dans la justice des véritables prétoires, dans les salles d'audience. Parce que là, maintenant, c'est des audiences publiques. Quand l'affaire vient déjà devant la juridiction du jugement, ça devient une affaire publique. Je suis convaincu que ce procès sera géré dans les règles de l'art et qu'au-delà de tout, pour l'intérêt supérieur du Cameroun et des Camerounais, le droit va triompher dans ce dossier. Je suis sûr que le tribunal militaire va finir par se rendre compte que ça ne sert à rien de tirer sur la corde, qu'il faut se déclarer incompétent. Je pense. Ils savent depuis... Ok, Barista d'abord. Ce procès aura finalement lieu. Yes, it's going to, but it's already planned. Oui. It is a process that we know the outcome of it. From the moment where they were illegally arrested and transported to Yaoundé, and the military tribunal feels that they are competent to hear the matter, we have no other expectation than expecting what is going to happen. And you see, the bad thing is that, as I keep saying, our magistrates, our military, be them civilian magistrate or military, they all depend on the system. And so it makes them become very, 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 very dependent in a way that they lost their how do I put it? Donc vous parlez d'une justice, elle est aux ordres, c'est ce que vous voulez dire? No, our justice is not in order. I'm really sorry to tell you that they depend on the promotion from the government. The head of state influence everything, and it's not independent. So they have sent the matter to them to try, and they're going to take the decisions that we all know. But one thing remains certain. Maurice Kamto has brought in a lot of positive viewing towards our legal system, and I appreciate him so much for that. And there are very few people who could sacrifice their home, sacrifice everything they had to fight for a common Cameroonian and find themselves today in prison. I think he's somebody that we need to encourage. We need to actually give him the position he deserves. Thank you. Samuel Maud, ce procès, comment vous l'entrevoyez? Vous entrevoyez l'issue? Je n'ai pas de... je n'ai pas de préjugés à avoir. La difficulté, je veux dire la différence de point de vue que j'ai ici, mais je l'entretiens avec beaucoup de bonheur, c'est que lorsque nous venons dans un plateau de télévision pour faire débat, ce n'est pas notamment pour pouvoir avoir raison ou tort, mais c'est pour édifier les gens qui nous suivent. Tout à fait. Et pour cette raison-là, je suis content aujourd'hui de voir que Laurent Gbagbo est descendu sur terre et il a posé la balle au centre, comme on dit,
Dans ces conditions-là, on peut discuter. Parce qu'à me déclamer, à me renvoyer sur la hiérarchie des normes juridiques, et à me penser pour qu'il peut me faire une leçon là-dessus, ça m'a fait un peu sourire. Mais maintenant qu'il parle des choses concrètes, on peut discuter. On peut discuter de telle manière à ce que les gens puissent en être édifiés. Parce que nous travaillons aujourd'hui pour l'édification de notre démocratie. Nous travaillons notamment pour que les gens soient de plus en plus libres. Ils le sont d'ailleurs. Et pour cette raison-là, nous devons leur donner l'ensemble des arguments possibles et notamment des méthodes de discussion. Il n'y a pas question ici, et d'ailleurs il restait Roland Djerou, ça n'arriverait jamais entre lui et un là parce que nous sommes en divergence d'opinion. Très bien. Et je le confirme, M. Motte. Voilà, ok, merci. Sauf que là, quand il revient bas la terre, il a une citation sélective. L'article 39 de la Déclaration universelle des droits de l'homme dit en titre devoir individuel et limitation des droits et libertés. C'est tout dit. Et en matière effectivement de normes juridiques... Pas la terre, M. Motte. C'est tout. Attendez. Mais nous sommes pas le centre. Et en matière effectivement de normes juridiques, c'est une convention qui est supérieure à celle qui pourrait être prise par une organisation régionale. Non, ce n'est pas une convention. La Déclaration universelle n'est pas une convention. Bien. Ce que je peux dire, c'est qu'il n'y aura pas une convention qui viendrait. Il n'y a pas une convention qui peut être signée, qui puisse contredire ce qui est contenu dans cette déclaration. Vous me laissez terminer. C'est une déclaration, sauf que très souvent on s'en réfère. Qu'est-ce qu'elle dit? Comme le préambule de la Constitution. J'aimerais quand même... non. Qu'est-ce qu'elle a... Non, mais laissez tomber. On est habitué à des contre-vérités. Revenons quand même sur ce point précis. En fait, la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est un instrument des Nations Unies. Un fondement de liberté. Non. Et on dit que ce n'est pas une convention. C'est au-delà même de la convention. On peut continuer. Mais ce n'est pas... Attendez. Non. Vous allez me laisser terminer. Allez-y donc. Vous allez me laisser terminer. Vous terminez donc. On arrive au terme. Je n'ai pas la possibilité de lire, mais au moins on sait que là il y a des limitations qui sont envisagées. La deuxième chose, c'est qu'effectivement l'organisation de l'Union africaine aujourd'hui gère la communauté africaine à travers un certain nombre de textes qui sont les règlements, les directives, les décisions et les recommandations. Quand j'ai parlé de caractère contraignant et non contraignant, quand vous avez en face d'un règlement, vous l'appliquez à la lettre. Les directives dont provient celle dont on va parler tout à l'heure ne sont que des documents législatifs qui tentent à fixer un objectif et chaque État se donne les moyens pour pouvoir atteindre cet objectif. Et la directive, effectivement, qu'ils ont tendance à citer, c'est celle-là, effectivement, qui parle des principes de droit à un procès équitable et à l'assistance judiciaire. Okay. Et donc, effectivement, à partir du moment où vous avez apporté la garantie que vous donnez à travers votre politique judiciaire l'équité, en réalité, personne ne viendra vous contraindre de quoi que ce soit. Parce que ce n'est qu'une directive. Merci. Malheureusement, on est arrivé au terme. Voilà, on est arrivé au terme de l'émission. Malheureusement, madame, monsieur, rendez-vous demain 19h. Et bonsoir. Samefoula.